No, no, yeah, no, no, no. Bonjour à tous, on a un interview aujourd'hui avec Lucie Rondelet, experte en rédaction web. Salut Lucie. Salut Ambroise, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Hâte d'entendre un petit peu plus sur ton parcours. Alors en ce moment, tu m'as dit que tu étais… Je suis en Nouvelle-Calédonie, j'y vis depuis 3 ans et demi et j'y serai encore visiblement pendant quelques temps. C'est pas un choix, je le précise aussi, hein. Je suis ici parce que le père de mes enfants travaille ici et que donc j'y vis contre mon gré. Euh, donc désolée, je vais pas faire rêver, j'aimerais rentrer vivre en France. Donc je le précise quand même voilà, pour D'accord. être clair Donc là-dessus. on se rendait compte tout à l'heure qu'on avait un sacré décalage horaire. Moi, il est 4h30 de l'après-midi et toi, il est 8h30 du matin, du coup. C'est ça. C'est pas mal le maximum qu'on peut faire, je pense, ou pas loin. Ouais, le maximum justement, c'est Tahiti qui est sur l'autre ligne. Ok. Voilà. Écoute, en tout cas, super content qu'on puisse faire cette interview aujourd'hui. J'ai entendu plusieurs interviews de toi, notamment chez Marketing Mania, etc. Donc, content de t'avoir aujourd'hui. Peut-être pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais? Alors moi, j'ai commencé la rédaction web en 2012, alors que je faisais un travail qui n'avait rien à voir. J'étais conseillère en voyage. Et puis, j'ai découvert donc, qu'on pouvait déjà travailler sur Internet. Donc ça, c'était la révolution pour moi. Et puis ensuite, j'ai créé mon entreprise en 2015. J'ai travaillé comme rédactrice web. Là, j'ai commencé à travailler pour des entreprises via des agences de stratégie digitale pour des grandes marques, etc. Et puis, j'ai eu la chance je suis allée démarcher des gros entrepreneurs comme, enfin, sur le web qui sont connus, Antoine Pétavin, Olivier Roland, et puis d'autres. Et puis, j'ai travaillé pour eux, ce qui m'a fait mettre un pied dans l'infopreneuriat. Et du coup, j'ai lancé ma formation, mon blog Formation Rédaction Web, en suivant la formation d'Olivier Roland, qui, au niveau technique, est très intéressante et qui m'a permis surtout d'avoir un fil rouge, un fil conducteur pour ne pas rater les étapes parce que j'avais essayé de faire des blogs avant et qui n'avaient pas du tout percé. Donc avec la méthode et la technique d'Olivier Roland, donc là ça a percé. Au bout de 5 mois de blog seulement, j'ai lancé ma formation et depuis je vis à 100% de la formation en rédaction web SEO parce que j'ai été formée aussi au SEO par Alexandre Chombo, je vais dire son nom, il m'a dit de dire son nom, donc je le dis Alexandre Chombo qui est l'associé d'Antoine Pétavin, qui était référenceur certifié par le CZO et qui me formait par Skype, m'expliquait comment utiliser la Search Console et tout ça. Donc, entre lui et les agences de stratégie digitale qui travaillent avec des grosses marques, on avait M6, la Fnac, Decathlon, tout ça, qui m'ont demandé aussi de travailler avec des structures très précises. Ça fait que du coup, j'avais le côté copywriting, le côté SEO, le côté création de contenu. Et du coup, moi, grâce à c'est mes clients, en fait, finalement, qui m'ont formée et j'ai acquis des automatismes que j'explique aujourd'hui dans une formation qui dure 6 mois. Donc, j'ai créé une formation professionnalisante pour apprendre le métier de rédacteur web en 6 mois. Donc là, je l'ai lancé en février 2018. Aujourd'hui, j'ai dépassé les 700 élèves. Euh, Bravo. et, euh, et du coup, on est en train de faire le point aujourd'hui. J'ai engagé quelqu'un pour vraiment faire le suivi très complet des élèves pour pouvoir partager des statistiques vraiment que je ferai reconnaître par huissier. Donc aujourd'hui, sur ma formation premium, pour l'heure, on est à plus de 80% de création d'entreprise. Donc voilà, ça crée beaucoup d'emplois et je suis assez contente de ça parce que vu qu'il y a beaucoup de chômage, ça permet aux gens de travailler en ligne, de créer des entreprises, à ma petite échelle, de participer à un petit peu une petite baisse du chômage. Donc c'est cool, je suis vraiment contente de tout ça. Parce que pour moi, voilà, l'entrepreneuriat sur le web, c'est pas juste gagner de l'argent en ligne, c'est vraiment avoir une vraie empreinte et partager des choses intéressantes avec les autres. Ouais, absolument. Puis c'est marrant que tu mentionnes Antoine Pétavin, Olivier Roland. Antoine, je l'ai interviewé il y a 2 ou 3 semaines. Ah, Et puis Olivier, je vais l'interviewer cet hiver. Je l'ai déjà vu, il vient à Montréal souvent, donc on s'est croisés ici. d'accord. Et c'est vrai que tu parles de ta formation qui a permis à des gens de changer sûrement de style de vie, certaines qui sont passées du chômage à l'emploi. Et justement, toi, comment est-ce que la rédaction web et la formation en ligne, ça a changé ta vie?
quand est-ce que tu t'es dit, en fait, tiens, je peux avoir la vie que je veux, travailler un petit peu d'où je veux, avoir le style de vie dont j'ai envie? Quand est-ce que ça s'est fait, ce déclic pour toi? Alors, ce déclic, il s'est fait quand à la fin de ma vie de salariée, je vivais à Fort-de-France. J'avais ma fille, j'en ai deux aujourd'hui, mais ma fille à l'époque avait 1 an et quelques. Et je me rendais compte que je partais très très tôt le matin, je la déposais chez la nounou, je me tapais les embouteillages, je travaillais 39 heures par semaine. 39 heures, ça ne comprend pas le temps passé dans les embouteillages, le temps passé le midi à chercher une place de parking. Enfin, finalement, c'est pas 39 heures que tu fais. Le temps où tu pars de chez toi de 6 heures du mat à 18-19 heures le soir. Donc, c'est plutôt, ça te fait des belles semaines. Et comme une fois qu'elle était couchée et tout, je travaillais en rédaction web, un jour, je me suis rendu compte que je gagnais plus en rédaction web le soir, en travaillant 2 heures, que ma journée entière, si je ramenais à mon salaire au SMIC divisé par 21 jours, je gagnais plus en rédaction web que le soir, que toute ma journée en agence de voyage. Et si en plus j'enlevais les coûts d'entretien de la voiture et tout, ça changeait tout, quoi. Donc là, j'ai eu ce déclic-là où je me rappelle, je disais à mon compagnon de l'époque, mais tu te rends compte, mais c'est pas possible. Et je le saoulais parce que je disais, mais c'est pas possible. Regarde, si je fais 2 heures, imagine, je passe autant de temps en rédaction web que ce que je passe à l'agence de voyage, mais ça serait dingue, ça serait dingue. Et du coup, quand on a déménagé à Nouméa, je dis, bon, allez, on se le tente. Je crée mon entreprise et on va voir ce que ça donne. Et effectivement, dès les premiers mois, je pouvais, pour avoir le même salaire, je pouvais ne travailler que le matin, quoi. Même, je gagnais plus en travaillant que le matin, de chez moi, sans avoir à me déplacer. Le seul truc que je devais faire, c'était amener ma fille à la crèche. Et encore, des fois, je la mettais dans le sac de portage et je l'amenais à pied. Donc, du coup, je n'avais même pas à prendre la voiture ni rien. Et là, depuis voilà, le 9 août 2015, je sais plus ce que c'est que les embouteillages. Et je travaille de chez moi à mon rythme, comme je veux. Bon, alors, aujourd'hui, ça a pris une autre dimension, hein. Je suis très, 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 très occupée. J'ai des très grosses semaines, donc je ne peux pas dire la même chose. Je suis vraiment… voilà. Mais à l'époque où j'étais rédactrice web, c'était cool. Mhm. Donc maintenant, est-ce que tu utilises la rédaction web du coup pour ton site personnellement, ou est-ce que tu fais encore des mandats pour des clients en dehors? Alors moi, plus du tout, hein, je fais plus du tout de rédaction web pour les autres. Par contre, je corrige mes élèves, ce qui me permet de garder un pied dans la rédac. Aujourd'hui, mon blog, j'essaie d'écrire des articles moi-même, mais comme je privilégie vraiment l'accompagnement de mes élèves, j'ai beaucoup moins de temps pour mon blog. Par contre, voilà, j'ai en ce moment, par exemple, j'ai une de mon équipe, donc qui est correctrice dans ma formation, accompagnatrice et coach, qui a un style vraiment excellent, qui apporte beaucoup de valeur et qui crée mes articles de blog en ce moment. Donc, je délègue la rédaction de mes articles. Je n'engage que mes élèves, par contre, hein, puisque je sais qu'ils vont faire du bon travail. Donc voilà, je délègue la rédaction de mes articles. Le plus souvent, j'essaie, par contre, mes newsletters et tout ça, c'est toujours moi qui écris. Et après, quand les gens me contactent parce ils pensent que je fais de la rédaction web encore, je les redirige vers mes élèves. Parce que je promets à mes élèves de les mettre en relation avec des clients aussi pour la formation premium. Donc, il y a vraiment un métier au bout. Voilà. D'accord, donc tu les aides, tu leur apprends le métier et tu les aides aussi à décrocher un premier contrat et à se lancer là-dedans. Ouais, pour mes élèves de la formation premium qui s'appelle Origami, je leur fournis des clients automatiquement en fin de formation, en fonction de leur niveau, bien évidemment. Là, par exemple, je suis allée au Web de Connect en novembre et j'ai récolté une 50aine de clients pour mes élèves. Donc, tu vois, quand je participe à des événements comme ça me permet de gagner un petit peu en notoriété et en même temps trouver des clients pour mes élèves. C'est mon réseau qui fournit. En fait, c'est vraiment un cercle. Voilà, je les forme, ils ont des clients. Du coup, les clients sont contents. Du coup, ils recommandent mes élèves à d'autres web entrepreneurs. Et mon réseau y est pour beaucoup dans la réussite, je pense, des élèves aussi. Après, les élèves de la formation premium, parfois, même s'ils sont nombreux, comme ils ont un nombre d'heures limité dans la journée aussi, ils saturent parfois en clients. Donc, du coup, il m'arrive aussi d'en passer aux élèves de la formation classique quand, par exemple, je n'ai pas assez d'élèves dans la formation premium pour fournir toutes les personnes qui me demandent des rédacteurs, parce que je crois que je suis devenue le fournisseur officiel de rédacteurs en France. Ouais, Voilà. c'est génial d'avoir des formations qui poussent à l'action, parce que j'avais lu une stat qui était assez affolante qui disait que plus de 80% des gens qui suivaient des formations en ligne
n'allaient pas ensuite appliquer ce qu'ils avaient vu ni réussir à leurs résultats qu'ils voulaient. Et c'est bien que tu aies mis ça en place. Moi, dans ma formation aussi, j'ai une formation sur comment devenir freelance nomade. Et elle est D'accord. très, très pratique et je pousse vraiment les gens qui la font à prendre action toutes les semaines. On a des coachings, par exemple, où on se parle et je fais un suivi très, très près de ces personnes-là. Ah, ben voilà. Ouais, ça, c'est super C'est important. c'est pareil, moi, il y a 35 cours et 35 actions à mener, plus des coachings communs, plus des objectifs avec des deadlines. Donc, à chaque fois, voilà, ils ont une action à mener et quelques semaines après, ils doivent faire le bilan. Il y a des retours en arrière. Et tout a été organisé pour que vraiment ils réussissent. Et justement, par rapport aux statistiques, on est aussi en train d'extraire toutes les données par rapport à l'Earnybox qui me montrent le niveau d'avancement des élèves. Et moi, j'ai pratiquement, enfin, j'ai vraiment beaucoup d'élèves qui vont au bout. J'ai des très bons résultats aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'est cool. Après, elle a un coût, hein, ma formation. Et, et voilà, elle a un coût. Je ne vais pas dire qu'elle n'est pas donnée parce que souvent, ils me disent qu'elle est amortie dès les premiers mois. Donc voilà, c'est un investissement. Mais du coup, quand tu as payé, bah, tu as envie de la suivre. S'ils étaient à 50 euros, peut-être que je n'aurais pas le même taux C'est sûr, dessus. c'est Un sûr. pourcentage. Ouais, puis c'était Antoine Pétavin, justement, pendant sa interview, qui disait que les gens qui gagnaient le plus sur le web, c'est ceux qui avaient des produits le plus cher. Mais je pense aussi que étant donné que tu as payé cher la formation, c'est comme Blogueur Pro, je crois que c'est 2000 euros, quelque chose comme ça. Tu as payé super cher la formation, tu la suis à fond, donc tu as des résultats et donc elle a une bonne réputation, elle est recommandée, etc. Tu vois. C'est un peu le lien qui s'est fait dans ma tête. J'ai toujours dit, si Blogueur Pro avait été à 200 euros, jamais j'en serais là aujourd'hui parce que je ne l'aurais pas suivi. Mhm. C'est logique, c'est bête, hein, mais on est tous comme ça. C'est comme tu prends le même produit et tu l'as payé 100 euros ou tu l'as payé 2, bah, tu vas en prendre beaucoup plus soin si tu l'as payé 100. Pourtant, ça pourrait être enfin, le vendeur aurait pu te le vendre le prix qu'il voulait. C'est bête, ouais. Ouais, quelque chose de psychologique par rapport au prix. Et donc, en parlant de rédaction web, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais je voudrais te demander tes meilleurs conseils en rédaction web, sans refaire toute la formation, mais juste, tu en avais peut-être trois à donner d'actualité en 2019-2020. Qu'est-ce que ce serait? Alors, en rédaction web, il y a plusieurs choses qui sont très importantes. Déjà, tu me demandes quelque chose d'actu. Donc, l'actu, c'est que justement, la mise à jour BERT, je ne sais pas si tu en as entendu parler, de Mhm. Google, est sortie avant-hier, justement au moment où on enregistre cette vidéo. Elle est sortie avant-hier, elle a été mise en place en France. Et BERT mise sur le contenu qualitatif et les phrases complètes avec, voilà, il va prendre en compte plein de choses. Il va même comprendre les expressions. Voilà. Donc BERT se focalise là-dessus. Ce qu'on peut voir depuis le début de l'histoire, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'histoire de Google et les mises à jour. On se rend compte que depuis le début, Google essaie de plus en plus de se calquer au cerveau humain et de répondre aux attentes des internautes. Pourquoi? Parce que Google veut faire payer de la pub à ses clients et que donc pour faire payer de la pub et pour être crédible, il leur dit, ben voilà, moi j'ai beaucoup de données, je fais des résultats, je propose des résultats hyper pertinents, plus mes résultats sont pertinents, plus vos clics vont être qualitatifs et vont convertir en prospects. Mhm. Donc l'idée de Google, c'est d'avoir des résultats les plus pertinents possibles. Et c'est pour ça qu'il est autant connu aujourd'hui, aussi connu, c'est parce que ces algorithmes sont ultra puissants et qui proposent vraiment, quand tu tapes un truc sur Google, la plupart du temps, tu as la réponse que tu veux et que tu attends sur la première page de résultats. D'ailleurs, généralement, dans les 3 premiers résultats. C'est ça qui lui permet de vendre cher ses pubs, ses annonces. Donc le contenu qualitatif est, est vraiment important. Donc, mon premier conseil en rédaction web, c'est faites du contenu de qualité avec du vocabulaire varié, avec du lien. Donc, il faut vraiment que le lecteur ne décroche pas. Il faut vraiment travailler le style. Et ça, je sais que ce n'est pas donné à tout le monde parce que parce que je lis aussi des choses sur Internet. Je vois alors, on voit aussi que dans les premiers résultats, on trouve de plus en plus de sites qui sont bien écrits. Ne t'endors pas. Dans les premiers
Donc voilà, vraiment, misez sur la qualité et ne vous dites pas il faut que je publie pour publier, je vais écrire n'importe quoi et bam, je publie. Non, ça marche pas, ça marche plus. Les contenus bas de gamme ne marchent pas. Ne vous dites pas je vais payer un rédacteur web pas cher parce qu'il me faut du contenu. Non. Vous pouvez écrire 100 articles mauvais et être mal référencé, en écrire 10 très bons et être bien référencé. Donc, parce qu'ils seront plus partagés, parce que le taux de rebond sera plus faible, parce que le temps passé sur la page sera augmenté. Donc, tout ça fait que Google va comprendre que votre texte est intéressant. Donc, déjà, premièrement, faire du contenu de qualité. Deuxièmement, l'optimiser, parce que Google a besoin de structures bien balisées. Donc, ça veut dire un title, un H1. Donc, c'est les balises HTML. Hein. Title, c'est le titre qui va apparaître dans les résultats de Google en bleu. Le H1, c'est le deuxième titre. Une fois que vous avez cliqué dans les résultats, c'est celui qui va apparaître en haut de l'article. Donc là, vous pouvez choisir quelque chose de différent. Et ensuite, une intro avec vraiment le champ sémantique, champ lexical de ce qui va se passer. Et après, des H2 avec des mots qui vont permettre à Google de comprendre de quoi vous parlez, de quoi parle l'article. Et après, vos paragraphes. Donc, cette structure-là va permettre déjà d'appeler Google en lui disant « Regarde, mon article, il est bien structuré, donc déjà, viens voir ce qui se passe. Et regarde, il y a des mots-clés qui t'indiquent que dans mes H2, dans mon intro, il y a des mots-clés qui t'indiquent que mon article, il est intéressant, il est bien structuré. » Et c'est à partir de là que Google va regarder un peu plus votre site. Parce que je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des sites qui ont publié 10, 20 articles, des blogs, et qui ne sont toujours pas indexés par Google. Je crois qu'il y a 200 000 blogs qui sont mis en ligne chaque jour en francophonie. Je crois que c'était ça les chiffres. Donc, imagine Google, il n'en peut plus de scanner des nouveaux sites et de se dire est-ce que je le positionne ou pas, est-ce que machin. Non, il a tellement de contenu qu'au bout d'un moment, il faut qu'il fasse une sélection. Et il y en a, ils se disent bon, ben, eux, ils n'ont même pas pris la peine de baliser leur article. J'ai même pas envie d'aller le scanner. Donc voilà, c'est les sites puissants qui vont être plus les sites vont être puissants et qualitatifs, plus ils auront de chance d'être dans les premiers résultats. Et comme il y a de plus en plus de contenu, ben, ça veut dire que ça écrème. Hein. Ça écrème, et ça veut dire que plus le temps passe et plus ce sera difficile d'être dans les premiers résultats de Google. Chaque jour. Chaque jour, ça devient de plus en plus difficile. Voilà, ça c'était le deuxième conseil. Et le troisième, ben, optimisez vos articles. Ok, ça marche. Bon, bah, t'as fait ça court, trois conseils, mais assez en détail. Et je voulais te demander aussi, on voit de plus en plus depuis quelques temps des vidéos dans les résultats et même des extraits de vidéos YouTube, tu vois, très précises par rapport à la requête. Ah ouais, ça je pas vu, ouais. Ouais, peut-être plus dans le milieu anglophone, j'ai commencé à voir ça. Ouais, peut-être qu'en Nouvelle-Calédonie, ça n'existe pas. En tout cas, en Canada, on a ça et je me demande, tu vois, comment ça va se passer le futur entre les recherches texte et vidéo, tu vois. Parce que si Google commence aussi à indexer les vidéos YouTube avec des extraits très précis et qu'on sait que l'être humain, enfin certains êtres humains préfèrent avoir du contenu en vidéo, c'est comment ça va se passer la balance entre contenu vidéo et contenu écrit? Comment est-ce que tu vois ça de ton côté? Je ne sais pas. Par contre, moi, par exemple, j'ai une audience qui aime écrire et tout. Donc, c'est des personnes qui aiment lire aussi. Et moi, je sais que j'ai des élèves qui me disent bah, Lucie, je sais, on m'a dit que ta chaîne YouTube, elle était intéressante, mais moi, j'aime pas les vidéos. Je veux lire. Ouais. Et il y a encore des gens qui ont envie de lire. Donc, c'est un peu comme au supermarché. Tu auras des gens qui vont passer par les caissières parce qu'ils ont besoin de cette relation. Avec la caissière, tu en as d'autres qui vont passer au truc tout seul, bip. Et je pense pas qu'il y ait un jour un qui remplace l'autre ou un retour. Je pense qu'il y a des gens qui aiment lire et qui vont préférer, voilà, dans le métro vite fait. T'en as qui auront leurs écouteurs. Ça dépend de où tu es, ça dépend de ton état d'esprit, de plein de choses. Donc, je pense que le contenu écrit, c'est mon idée, hein, mais ils vont toujours continuer à mêler vidéo et contenu écrit. Quand la télé est apparue, on n'a pas dit bah, c'est la fin des livres parce qu'il y a la télé, non. Et pareil avec les livres audio. C'est pas parce qu'il y a les livres audio qu'on arrête de lire. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour ça. Je ne vois pas pourquoi les gens arrêteraient de lire. Ouais. Voilà. Mais toi-même de ton côté, tu as aussi commencé à faire des vidéos et à peut-être répliquer une partie de ton contenu en vidéo pour être aussi sur ces… Ok. Oui, moi, ma plus grosse audience aujourd'hui est sur YouTube, j'ai plus de visiteurs aujourd'hui sur YouTube par jour que sur mon blog. J'ai été passée là depuis récemment, ouais, j'ai plus de… Voilà.
Ok. Bah, écoute, c'est intéressant comme statistique. C'est sûr que je pense qu'il faut avoir un petit peu, suivre ce qui se passe et être un petit peu dans tous les domaines d'évolution parce que c'est Google qui va décider au final là, pour cette partie-là. Mais Alors, juste, ouais, pour info, parce que ça m'a interpellée hier, et j'ai découvert ça hier et c'est fou. Sur mon Google Analytics, mon blog et tout, depuis le début, j'avais 80% d'audience féminine. Là, j'ai YouTube qui est en train de prendre de l'ampleur. Et j'ai regardé mes stats YouTube et hier, j'ai vu que j'avais 52% d'hommes et 48% de femmes sur YouTube. donc c'est quoi, C'est trop. t'attires des femmes à l'écrit et mixtes sur YouTube, c'est ça? Eh ben, visiblement, j'attire de plus en plus d'hommes. Alors pourquoi? Parce que je parle de plus en plus de SEO et je pense que le SEO plaît plus aux gars. Et du coup, comme je parle beaucoup de SEO sur ma chaîne YouTube, je pense que j'ai attiré des hommes sur ma chaîne YouTube. Voilà. D'accord, ok. Intéressant. Ouais, donc ça permet aussi d'avoir différentes audiences sur différents canaux. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et c'est quoi ton point de vue, toi qui es très SEO, référencement, etc., du contenu plus éphémère de réseaux sociaux, par exemple des stories ou des textes, etc. Je vois que tu en fais sur Instagram. Comment est-ce que, comment est-ce que tu répartis ça et comment est-ce que tu recommandes à tes élèves de créer du contenu à la fois indexable et aussi du contenu plus éphémère qui va vivre 24 heures? Alors, moi, mes rédacteurs, ils sont polyvalents. Effectivement, ils font du contenu rédactionnel. Ils peuvent partir dans plusieurs directions. Là, je pense que ta question est plutôt pour les blogueurs, non? Ouais, Ouais, plutôt pour les blogueurs. Parce que mes rédacteurs, je leur apprends à écrire plutôt. Enfin, voilà. Euh, L'écosystème dans le SEO est très, très important. Google va voir que tu es présent sur par rapport au backlink, même si c'est des nofollow, des liens nofollow. Par rapport à tes statistiques, il va voir que tu n'as pas uniquement du contenu qui vient de Google, tu en as qui vient d'Instagram, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Facebook. Il se dit, ce blog-là, c'est un blog qui est vivant, qui est dynamique et donc qui est toujours sur sa niche, sur sa thématique. Donc là, Google peut que se dire, celui-là, ça donne envie de le mettre en valeur parce qu'il y a de l'interaction. On voit bien que les gens répondent sur Facebook, commentent, aiment. Donc tout ça, c'est calculé dans Google Analytics et on voit les interactions. Donc, c'est bénéfique effectivement pour le référencement de voir qu'il y a tout un écosystème autour du blog et que c'est vivant. Parce que Google, c'est quand même l'image de l'entreprise hyper dynamique, jeune et tout. Et ils n'ont pas envie d'aller indexer des sites raplapla qui se sont même pas lancés sur Insta ou des choses comme ça. Voilà. Donc, mon conseil, c'est de faire tout ça. Après, je rigolais tout à l'heure avec une élève je lui disais qu'il y en a plein qui me demandent si je tourne à la cocaïne, mais pas du tout. Comment je fais pour être partout à la fois? Mais c'est juste que j'ai une grosse, grosse équipe qui travaille avec moi. Par exemple, mes stories Instagram et tout, même celle d'hier où on me voit, en fait, c'est pas moi qui. Voilà, c'est une fille qui travaille avec moi qui m'a filmé et qui après a partagé comme si elle était moi. Mais bon, alors quand c'est moi qui me filme, forcément c'est moi. Mais voilà, mes stories Instagram, mes vidéos YouTube, parfois une partie des scripts et tout ça, c'est pas moi. Mon blog, c'est plus moi qui fais la plupart des articles. L'accompagnement aussi, il y a beaucoup de corrections. Donc voilà, je délègue beaucoup, ce qui ne m'empêche pas d'être bien occupée, mais je conseille à tout le monde effectivement d'oser déléguer. Parce que si tu délègues pas, tu peux pas suivre le rythme Internet. Et si tu délègues pas, tu ne peux pas être à la fois sur Pinterest. Pinterest, moi, je sais même pas ce que c'est. Il paraît que j'y suis, mais voilà. Donc Pinterest, faire voilà. Donc Pinterest, Instagram, Facebook et tout, c'est juste impossible de tout faire à la fois. Accompagner des élèves, c'est pas possible. Donc déléguer, réinvestir quand vous commencez à gagner quelques euros, réinvestissez tout de suite en vous créant une super équipe. Et au fur et à mesure, vous allez voir que cette équipe-là, elle va vous permettre de vous concentrer, vous, sur votre valeur et d'avancer. Et c'est comme ça. Moi, j'ai délégué dès le premier mois de ma formation, j'ai commencé à déléguer. Ok. Le montage vidéo. Et je ne regrette pas. Hein. Donc voilà. Ok, et puis justement, puisqu'on est dans le sujet, ça a été quoi ton expérience de délégation? Comment est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Moi, j'avoue que j'ai commencé à déléguer certaines parties, mais je ne suis pas encore à l'aise de déléguer, par exemple, la rédaction de contenu, des choses comme ça.
Parce que bah, moi c'est mon nom aussi, mon site, c'est mon nom, tu vois. Donc, comment est-ce que tu vois ça? Alors moi, à chaque fois que j'ai pris des décisions, que ce soit le lancement de mon blog, de ma formation et de déléguer, c'est que j'étais prise à la gorge à chaque fois. J'avais pas le choix. Donc là, je me suis retrouvée en coaching avec une élève qui était en Nouvelle-Calédonie, Origami 1, et qui a vu à quel point j'étais débordée, qui m'a dit, bah, si tu veux, je m'y connais en montage vidéo. Enfin, je crois même pas elle a même pas eu à se vendre. Je crois que je l'ai vue faire. Elle m'a dit, bah, en fait, là, je peux t'aider. Regarde, parce que je lui ai demandé un conseil et j'ai vu qu'elle gérait trop bien. J'ai dit, mais attends, tu pourrais me faire mes vidéos de formation. Elle m'a dit, ben oui, bien sûr. Et en plus, j'ai vu qu'elle avait beaucoup plus de goût que moi, parce que moi, placer des trucs, enfin, les visuels et tout, je suis trop nulle, je fais des trucs horribles. Donc, du coup, j'ai vu qu'en plus, elle pouvait m'apporter sur ça. Et donc, ben, c'est devenu, elle m'a accompagnée au début. Donc, du coup, j'ai gagné du temps. J'ai pu faire j'avais pas fini ma formation, alors qu'elle suivait la formation. Elle a monté la formation qu'elle suivait elle-même. Tu vois? Parce Ouais. que j'ai vendu Origami 1 sur plan. Et comme j'arrivais pas à la fois à suivre mes élèves et à monter les vidéos, et ben, du coup, comme elle me montait les vidéos, j'ai pu passer plus de temps sur l'accompagnement et le script. Donc, grâce à elle, ma formation a été beaucoup plus qualitative parce que je me suis concentrée sur le contenu. J'ai regardé les questions des élèves et je me suis dit, ben, il faut que tu répondes à telle et telle question que tu n'avais pas prévue dans ton planning. Et du coup, j'ai construit ma formation en fonction des questions des élèves. Et donc, j'ai délégué avec elle. Et puis, quand elle a été full, ben, du coup, j'ai délégué à quelqu'un d'autre. Alors moi, je ne pioche que dans mes élèves. Pratiquement toute mon équipe, sauf le webmaster et la chef d'équipe, parce que justement, je voulais quelqu'un qui était extérieur à ce qu'on fait. Donc, à part le webmaster et la chef d'équipe, ce ne sont que mes élèves. Et ça facilite un peu le travail parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je les corrige et j'en repère qui sont excellents. Et quand je vois qu'ils sont excellents, qu'ils ont des super notes au projet Voltaire et tout, ben, hop, je les intègre à mon équipe. Donc, c'est facile pour moi. J'ai pas peur parce que je connais leur travail. Et c'est moi qui vais les chercher, tu vois. C'est pas quelqu'un qui m'a dit vas-y, travaille avec moi, j'ai besoin de. Non. Donc, ça, c'est plus facile. Pour ce qui est de déléguer l'écrit, il faut que tu trouves vraiment un rédacteur capable, qui connaît très bien ton domaine et qui est capable de se fondre dans ton univers. Du coup, moi, c'est ce que je conseille à mes rédacteurs. Donc, mes rédacteurs, normalement, savent ça. Ils savent qu'il faut se fondre dans l'univers du blogueur pour essayer carrément de prendre ça comme un acteur, hein, prendre son identité et écrire à sa place, se mettre dans son état d'esprit. Donc, il faut faire un Skype avec ton rédacteur, lui dire tes valeurs, ton état d'esprit, vers où tu veux aller, ce que tu aimes, même parler de ta vie perso et tout, pour que vraiment, et quel est ton persona, ta cible. Et à partir de là, ils vont se mettre à ta place et écrire à ta place. Ok, Et intéressant. là, C'est sûr que recruter parmi ses élèves, c'est une des meilleures manières possibles parce qu'ils te connaissent, ils voient comment tu penses, comment tu enseignes. Et moi, je suis chargé de cours à HEC ici à Montréal, justement Web Analytics. Je vois que tu parles beaucoup de Google Analytics, ça me plaît. Et je sais que j'ai pas encore eu l'occasion de recruter des étudiants, mais je sais que j'ai d'autres des collègues chargés de cours qui font ça parce que tu les as vus, tu as vu comment ils étaient. Et même moi, mon premier job que j'ai eu juste après mon master, c'était un prof qui m'a recruté parce qu'il m'avait repéré dans sa classe. Donc, je vois bien de quoi tu parles. oui, pour moi, mes élèves connaissent ma formation. Comme tu dis, ils connaissent ma méthode. Parce que la chef d'équipe, par exemple, bah, elle a dû se faire les 6 mois de formation en accéléré, toute seule, pour essayer de comprendre de quoi on parlait, parce qu'elle était paumée quand on parlait avec l'équipe, quoi. Alors qu'elle était chef d'équipe. Ouais, c'est clair. Voilà. Et, Enfin. ouais, et puis sinon, au niveau du travail à distance, du côté, genre, je suis entrepreneur web, je gère 100% mon programme, etc. Comment est-ce que tu as vu cette transition-là, toi qui étais employé en agence de voyage avant? Alors moi, j'espère qu'il n'y aura pas d'anciens collègues qui vont voir cette vidéo. Je m'ennuyais profondément avec mes collègues entre midi et deux et tout. Au niveau de, voilà, c'était pas forcément des sujets de conversation qui m'intéressaient parce que, voilà, moi j'adorais le web et tout et je me sentais vraiment coupée du monde. J'avais beaucoup de mal et du coup, travailler en ligne, ça me permet, je me sens pas coupée du monde parce que voilà, je vois beaucoup de gens, tu vois, aujourd'hui, je crois que j'ai 5 rendez-vous Skype. Donc, tu vois, je vois du monde, j'ai pas l'impression d'être coupée du monde. Et je travaille en décalé, par contre, avec 10 heures de décalage. Bon, toi, c'est cool, tu es au Canada, donc ça fait moins de décalage. Mais en décalé, ça, c'est vraiment le plus gros problème. Mais sinon, ouais, travailler en ligne, ça me convient. Et je pense que ça dépend des personnes. Par contre, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Il faut vraiment avoir ta vie perso en dehors.
et ta vie pro sur l'ordinateur. Et en même temps, réussir voilà, à créer des liens par vidéo, je trouve que c'est intéressant de ne pas rester tout le temps par mail. Voilà. C'est clair. Puis comment est-ce que tu as aménagé ton horaire de travail vis-à-vis de ça? Tu m'as dit que là on s'est appelé à 8 heures, tu avais déjà eu un coaching avant, tu te lèves plus tôt, comment ça? Deux? Bah là, par exemple, j'ai commencé à 5h45 du mat. Mhm. Hier aussi, pourtant j'étais en coaching commun jusqu'à 23h30. Donc, je ne vais pas te parler j'ai aucun conseil à donner en organisation et aménagement parce que je bosse énormément. Donc, c'est un gros problème dans ma vie. Je déconnecte 100% quand j'ai mes enfants. Alors, je suis séparée, donc du coup, je les ai. Il y a des jours où je les ai pas. Quand je les ai pas, ce mois-ci, je les ai pas 5 jours dans tout le mois. Donc, ces 5 jours-là, je travaille tout le temps, je dors très peu et puis après, je me reposerai quand je serai avec mes enfants. Je suis pas du tout un exemple, j'ai aucun conseil à donner, je suis désolée sur ça. Il y a pas de problème. Mais peut-être par rapport à comment tu collabores avec ton équipe, étant donné ils sont peut-être pas tous à Nouméa, j'imagine. Alors voilà, actuellement, on est 3 en Nouvelle-Calédonie, il y en a plusieurs en France et il y en a une qui est dans le Minnesota. Ok. Donc, les réunions d'équipe, c'est vraiment galère. Et c'est pour ça que j'ai pris une chef d'équipe, c'est pour avoir quelqu'un qui s'occupe de l'équipe en France. Parce que sinon, moi, c'est ingérable. Donc ouais, c'est quand même bien compliqué. C'est clair et net que si j'étais en France, ça serait plus facile. Je vais pas te faire de la pub parce que tu promeus le nomade digital, mais moi, je suis dans une entreprise où on est 9, bientôt on sera 11 parce que là, je suis en train de recruter 2 personnes en plus. Donc oui, ça fait beaucoup de gens. Donc c'est compliqué, mais c'est pas tous les entrepreneurs qui ont autant de personnes. Donc tu peux très bien vivre de ton blog en étant tout seul, tranquille. Ouais, d'ailleurs, comment est-ce que tu as fait le choix, toi, de t'entourer d'autant de personnes? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à fond solopreneurs. C'est la personne qui fait son contenu, qui s'occupe de sa formation. Peut-être qu'elle a une personne qui l'aide à faire du montage vidéo, à gérer le support. Mais le cœur de la boîte, c'est une personne. Toi, tu as décidé d'avoir plus de personnes dans la boîte pour t'aider à faire différents projets, à la gérer. Est-ce que ça t'a permis de grossir plus vite ou est-ce que des fois, tu te dis que tu serais peut-être plus libre de ce que tu fais, plus efficace toute seule? Mais il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à faire grossir mon équipe, qui n'est pas du tout une équipe low cost. Voilà. Je le précise parce que voilà. Donc, j'ai vu des choses qui me dépassent un peu. Pourquoi j'ai constitué une équipe? Déjà pour, comme je te l'ai dit tout à l'heure, me concentrer vraiment sur mes compétences à moi parce que j'ai complètement conscience de mes forces et de mes faiblesses. Je suis nulle en montage vidéo, je suis nulle en visuel, je suis nulle, voilà. Donc tout ça, je délègue déjà. Et puis, du coup, me concentrer sur le contenu a fait que ma formation a eu du succès. Du coup, elle a eu du succès, j'ai eu des témoignages. Du coup, j'ai eu plus de ventes. Du coup, j'ai eu plus d'élèves. Du coup, j'ai eu plus d'élèves, donc j'ai eu plus de témoignages. Et ça a effet boule de neige comme ça, ce qui fait que j'ai eu de plus en plus d'élèves. Sauf que, comme il y avait ces fameux 35 exercices, actions à mener et corrections, c'est devenu ingérable. Beaucoup trop de retard dans les corrections. Ouais. Donc là, je me suis dit, il faut vite que j'ai une équipe pour accompagner les élèves. Donc, il me fallait des élèves formés, compétents et qui avaient envie de travailler avec moi. Donc, l'équipe, elle s'est surtout formée parce que, comme je t'ai dit, ma formation a un coût et que les gens s'étant engagés dans cette formation, je voulais qu'ils aient un super accompagnement et vraiment un maximum de valeur. Donc, mon équipe, elle est sur l'accompagnement et apporter un maximum de valeur et de réponses rapides et de réactivité à mes élèves qui se sentent jamais seuls. Et pour la communauté aussi, j'ai une community manager uniquement pour le groupe des élèves. Voilà, donc c'est tout ça. C'est pour l'accompagnement des élèves, mon équipe, principalement. Et après, pour tous les côtés techniques que je ne sais pas faire. Ça me permet vraiment, moi, de me concentrer sur voilà, les interviews, les coachings d'élèves en individuel et tout ça pour garder un lien avec eux. D'accord, ok, je vois bien. Ouais. Et puis, si je change un peu de sujet là, mais toi, ta formation, c'est vraiment rédaction web. L'idée, ouais. Et l'idée que tu véhicules aussi, dont tu parlais tout à l'heure, c'était d'aider à des gens à changer un peu de style de vie, pourquoi pas sortir du chômage, etc.
Pourquoi, qu'est-ce qui différencie en fait la rédaction web par rapport à d'autres compétences, d'autres métiers qui pourraient aussi être faits à distance et offrir le même genre de changement de vie? Tu sais, tu pourrais choisir de devenir développeur web ou designer. C'est quoi les avantages selon toi de la rédaction web comme compétence, comme métier? Alors, les avantages, c'est pour les gens qui sont sensibilisés à ça. Donc, ça va être des gens qui aiment écrire, évidemment. Des gens aussi, souvent, qui sont un peu solitaires. Mhm. Voilà. Et après, des gens qui sont très curieux parce que la rédaction web, vas pouvoir avoir ce matin, écrivez sur, tu sais, j'en ai en face, le cocotier, machin, et voilà ce qu'on peut faire avec un cocotier, la noix de coco, le lait de coco, les machins. Tu peux avoir ça le matin, tu vois, tu te réveilles, tu as un briefing, c'est ça. Et tu peux avoir, oui, décrivez cette botte en caoutchouc de la marque truc. Et il faut vraiment être curieux de tout parce que ça peut aller de conseils psychocouple à description d'un pays. Tu peux avoir de tout en rédaction web. Donc déjà, il faut être très ouvert d'esprit Mhm. et il faut aimer s'interroger sur plein de choses. Donc généralement, j'ai beaucoup de... Ça, c'est un sujet qui avait été abordé à une époque. J'ai beaucoup de haut potentiel dans mes élèves, visiblement, qui ont fait des tests et tout. Beaucoup de haut potentiel, des gens très créatifs souvent, un peu rêveurs, voilà, c'est le profil, voilà. C'est pas du tout la même chose qu'un développeur je sais pas quel métier tu peux faire à distance, infographiste ou quoi. Là, c'est vraiment aller chercher des infos, répondre à des briefings et aimer aussi le référencement naturel et avoir ce petit côté recherche de mots-clés, voilà. Ça mélange en fait plein de choses et il faut aimer apprendre, il faut aimer chercher, il faut travailler aussi. Ouais. Donc, c'est assez complet comme métier et c'est ce qui plaît à ceux qui se lancent dans cette formation-là, quoi. D'accord, je vois. Pas pour tout le monde, je Oui, précise. c'est sûr que chacun doit choisir aussi ce qui lui plaît. Mais D'autant plus qu'il ne faut aussi pas faire de faute d'orthographe et avoir quand même un bon style rédactionnel mhm, à la base. ouais. Puis dis-moi si je me trompe, mais une fois pour ce genre de mission-là, tu es peut-être aussi plus libre en faisant ça qu'en faisant d'autres genres de métiers à distance. Par exemple, développeur, tu dois souvent interagir avec d'autres personnes qui travaillent sur le site, le designer, etc. La rédaction, pour moi, une fois que tu as été briefé et que tu fais ton travail, tu l'envoies pour des retours, c'est plus asynchrone peut-être que d'autres types de métiers faisables à distance, non? Oui, alors ça dépend des clients parce que tu as des clients qui vont te dire voilà, 20 articles à rédiger dans le mois, merci de me les rendre avant le 30. Ouais. Donc ça, c'est super parce que du coup, tu peux vraiment t'organiser comme tu veux. C'est ce que j'appelle les commandes par lot. Donc ça, moi, c'est ce que je préférais parce que dans la semaine, je me les faisais tous et puis après, j'étais tranquille. Mais après, tu as aussi des clients qui vont te dire à 22 heures, tu reçois coucou Lucie, hyper méga urgent, peux-tu m'écrire un article sur machin pour demain soir? Donc ça arrive aussi. Ouais. Donc là, tu peux négocier, ok, mais je veux un petit bonus. Mais ça arrive. Donc, moi, je ne vais pas dire non plus que c'est asynchrone parce D'accord. que quand tu pars en vacances ou quand tu vas être déconnecté pendant quelques temps, il faut quand même prévenir tes clients ou se préparer, faire un max de commandes à l'avance. Quand tu travailles sur WordPress pour un blogueur, par exemple, tu peux lui dire, écoute, le mois prochain, je serai en vacances ou je serai dans un endroit qui ne capte pas. Donc, j'aimerais que tu me donnes les sujets à l'avance. Et moi, je vais tout te planifier, te mettre en attente de relecture sur WordPress et après, je pars. Donc ça, tu peux le faire. Mais il faut bien connaître ton client. Il faut vraiment avoir une super relation de confiance avec le client. Ok, je vois. Ouais, c'est sûr que Poser des limites aussi. ça dépend des Mais missions que tu as. Ouais. c'est ça. Mais pour poser des limites, il faut être en confiance avec le client et il faut qu'il ait confiance en toi parce que tu ne vas pas poser des limites avec un client que tu as depuis 2 jours en lui disant non, non, mais attends, je pars en vacances. Ouais, ben, ok, pars en vacances, mais je vais prendre quelqu'un d'autre parce que je ne te connais pas. Ouais. Voilà. Non, c'est sûr que ouais, la partie apprendre une compétence à quelqu'un et ensuite après l'apprendre à la vendre, à se vendre, à négocier des choses, c'est super important. Oui. Et même moi qui ai une formation tu sais, principalement sur le côté devenir freelance, gérer ta vente, tes contrats, etc. Il y a plein de gens qui suivent ma formation, mais qui suivent aussi des formations spécifiques en photo, vidéo ou en rédaction, par exemple, mais juste des domaines, tu vois. Euh, Ouais. c'est sûr que le côté mise en pratique et aussi vente que tu as aussi l'information, c'est important. Ouais, ouais, ouais. Ça justifie Bien sûr. aussi l'investissement. Mm. Bah, écoute, Lucie, on va arriver vers la fin de l'interview. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter?
Bah, écoute, juste, oui, j'ai quelques élèves que je suis sur Instagram qui voyagent et qui sont nomades digitaux. Ouais. Donc, oui, oui, on peut. Voilà, j'en ai en ce moment, j'en ai une en Thaïlande, une à Bali, juste de ce que j'ai vu, une qui est en Chine. Donc, c'est effectivement la rédaction web, c'est quelque chose qui permet c'est clair, hein, de travailler partout. Et en plus, t'as pas besoin d'un super ordinateur, puisqu'en fait, c'est que du traitement de texte. Tu peux travailler que sur Google Doc, Mhm. une adresse email, et c'est tout. Donc, t'as pas besoin d'un ordinateur puissant. Et, et en plus, bah, voilà, ouais, tu peux travailler en ligne et ça, c'est vraiment sympa. Ça demande très peu d'investissement en termes de matériel. Il n'y a rien à acheter, il n'y Ouais. a pas de logiciel à payer. C'est vrai que moi, je me Et souviens quand j'étais parti 4 mois en Asie il y a 2 ans. Et je voulais pas emmener mon Mac et tout ça. Je m'étais acheté un petit Chromebook, pas très cher, tu sais. Et j'écris un article de blog avec ça aussi, ça fonctionnait bien. Et je sais qu'il y en a même qui rédigent juste avec un clavier Bluetooth sur leur téléphone. ah ouais, ouais, moi j'en ai vu voilà, avec des tablettes Ouais, et un petit clavier qui se déplie, tu sais. c'est ça, ouais. Tac, ils font ça, voilà, tu l'as dans le sac à dos, tu fais ta journée, le soir tu te dis, allez, 3 heures par jour, je bosse, donc tu peux les faire de 7 à 10 par exemple, là, Mhm. ou du soir de 18 à 21 heures. Et c'est vrai que ça peut être sympa, surtout quand tu voyages dans des pays où le coût de la vie est pas cher, bah, c'est vite fait, quoi. Ouais, Donc c'est voilà. clair. Super. Bah écoute, peut-être dernière question pour toi, Lucie. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne le plus facilement? Alors, j'ai plusieurs sites internet, mais le principal, c'est formationredactionweb.com. Mhm. Tu mettras, je sais pas si tu mettras les liens. J'ai le Ouais, blog aussi celle qui ose .fr ou .com, qui est un blog sur le web entrepreneuriat au féminin. ok. Et puis surtout ma chaîne YouTube Lucie Rondelet. Tu me trouves sur Facebook, sur YouTube, partout. Voilà. J'essaie de mettre mon nom maintenant, puisque voilà. Tu fais sortir ta marque, ton personal branding aussi en même temps. Ben oui, parce que je l'ai dit dans une interview récemment, je suis allée sur Google Analytics, j'ai vu que la deuxième requête la plus tapée pour arriver sur mon site, c'est Lucie Rondelet. Donc depuis, du coup, j'ai mis mon Facebook avec Lucie Rondelet, ma chaîne YouTube avec Lucie Rondelet. Avant, c'était Lucie Formation Rédaction Web, mais maintenant, je mets mon nom partout. Et puis voilà. D'accord, super. Donc avec ton nom, on peut te retrouver partout. Génial. Normalement, oui. Voilà. Ben, Super. merci beaucoup à toi, Ambroise. Merci beaucoup, Lucie, et puis bonne journée à toi. Bonne soirée. Ciao.